l'irrigation de la province du Tianxi, province qui fut, autour des années 20, dévastée par les guerres et les famines. La compréhension de cette période trouble et agitée est facilitée par le choix que fait Pierre-Étienne Ville de suivre à chaque fois le parcours d'un des principaux acteurs de l'histoire de cette province et de la reconstruction du canal Tinrui. Ainsi, a-t-on suivi hier matin un groupe de jeunes gens, la Ligue Jurée. En 1908, 36 jeunes gens, issus de milieux progressistes ou révolutionnaires, se réuniront secrètement pour déclarer qu'ils accompliront de grandes choses et libéreront la Chine. Ces jeunes gens fonderont entre autres une librairie et une école. Tous deviendront en effet des personnages importants, avec, bien évidemment, des parcours les plus souvent antagonistes. Mais ce serment de jeunesse les liera à vie et leur permettra parfois de communiquer malgré les conflits violents qui les opposeront et morcelleront la Chine. Ce matin, l'homme qui sert de fil conducteur pour éclairer l'histoire de la province du Tianxi et qui jouera un rôle important est un seigneur de la guerre, Feng Yuxiang. Feng Yuxiang n'était pas originaire du Shanxi, comme la plupart des personnages que j'ai mentionnés jusqu'ici. Il était né au Zheli. Alors c'est là que vous pouvez jeter un coup d'œil sur ces cartes qui ont évidemment ont la vieille transcription anglaise, mais le Zheli c'est donc la province de Pékin, où se trouve Pékin, le Rebei aujourd'hui. Donc il était originaire du Zheli, né au Zheli plutôt d'un père soldat qui était lui originaire du Anhui. Il avait lui-même commencé sa carrière comme simple soldat à la fin de la dynastie des Qing, sous laquelle il était peu à peu monté en grade dans l'armée du Nord de Yuan Shikai, le futur président de la République. Contrairement à tous ces intellectuels et à tous ces officiers du Shanxi dont j'ai parlé la semaine dernière, et en dépit d'un flirt de courte durée avec la Ligue Jurée, donc l'organisation révolutionnaire de Sun Yat-sen, au moment de la révolution de 1911, et contrairement aussi à ce qu'il a prétendu par la suite, Feng Yuxiang n'a jamais appartenu au mouvement révolutionnaire qui s'était développé dans les dernières années de la dynastie des Qing. Après 1911, il poursuit une carrière purement militaire au sein de l'armée du Beiyang, donc l'armée de Yuan Shikai, et au service du régime de ce dernier. C'est d'ailleurs dans cette qualité qu'il va être envoyé une première fois au Shanxi en 1914, sous le commandement d'un certain Lu Tianzhang, peu importe son nom, j'avais parlé de lui la dernière fois, mais enfin c'est un comparse seulement dans notre histoire, qui est un fidèle entre les fidèles de Yuan Shikai et dont Feng Yuxiang est un des protégés. Et ce Lu Tianzhang, malgré tout, est chargé de pourchasser les... Tianzhang. Lu Tianzhang est chargé de pourchasser un groupe de paysans en rébellion, mais sa véritable mission, c'est de pourchasser des éléments révolutionnaires et les partisans de l'autonomie provinciale qui tiennent alors le haut du pavé au Shanxi et d'y imposer le pouvoir de Pékin, le pouvoir de Yuan Shikai. Grâce à sa collaboration efficace, Feng Yuxiang reçoit le commandement d'une brigade indépendante, et c'est cette brigade qui va devenir en fait le noyau de sa future armée de seigneurs de la guerre. Quand il réapparaît au Shanxi en 1921, il en était reparti en 1916, Feng Yuxiang est déjà un personnage beaucoup plus important. Pour le public, pour le grand public, il est devenu le général chrétien, qui s'était fait baptiser en 19... La personne humaine est
d'une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. Das Radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Douce est la parole France de l'eau. Culture. Das Radio. La clé des nuits légères, enchaînée au cœur des Vous écoutez France Culture. Posloucháte France Culture. Vivez avec France Culture. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Le cours que Pierre-Étienne Ville, titulaire de la chaire d'histoire de la Chine moderne au Collège de France, consacre aux ingénieurs et philanthropes dans la Chine des seigneurs de la guerre, nous entraîne dans la bourrasque qui a traversé la Chine dans la première moitié du XXe siècle. Pierre-Étienne Ville travaille à partir d'un fil conducteur qui permet de déployer les multiples histoires qui rencontrent l'histoire. Il s'agit de sonder tous les éléments qui entourent la reconstruction d'un canal permettant l'irrigation de la province du Tianxi, province qui fut, autour des années 20, dévastée par les guerres et les famines. La compréhension de cette période trouble et agitée est facilitée par le choix que fait Pierre-Étienne Ville de suivre à chaque fois le parcours d'un des principaux acteurs de l'histoire de cette province et de la reconstruction du canal Tinrui. Ainsi, a-t-on suivi hier matin un groupe de jeunes gens, la Ligue Jurée. En 1908, 36 jeunes gens, issus de milieux progressistes ou révolutionnaires, se réuniront secrètement pour déclarer qu'ils accompliront de grandes choses et libéreront la Chine. Ces jeunes gens fonderont entre autres une librairie et une école. Tous deviendront en effet des personnages importants, avec, bien évidemment, des parcours les plus souvent antagonistes. Mais ce serment de jeunesse les liera à vie et leur permettra parfois de communiquer malgré les conflits violents qui les opposeront et morcelleront la Chine. Ce matin, l'homme qui sert de fil conducteur pour éclairer l'histoire de la province du Tianxi et qui y jouera un rôle important est un seigneur de la guerre, Feng Yuxiang. Feng Yuxiang n'était pas originaire du Shanxi, comme la plupart des personnages que j'ai mentionnés jusqu'ici. Il était né au Zheli. Alors c'est là que vous pouvez jeter un coup d'œil sur ces cartes qui ont évidemment ont la vieille transcription anglaise, mais le Zheli c'est donc la province de Pékin, où se trouve Pékin, le Rebei aujourd'hui. Donc il était originaire du Zheli, né au Zheli plutôt d'un père soldat qui était lui originaire du Anhui. Il avait lui-même commencé sa carrière comme simple soldat à la fin de la dynastie des Qing, sous laquelle il était peu à peu monté en grade dans l'armée du Nord de Yuan Shikai, le futur président de la République. Contrairement à tous ces intellectuels et à tous ces officiers du Shanxi dont j'ai parlé la semaine dernière, et en dépit d'un flirt de courte durée avec la Ligue Jurée, donc l'organisation révolutionnaire de Sun Yat-sen, au moment de la révolution de 1911, et contrairement aussi à ce qu'il a prétendu par la suite, Feng Yuxiang n'a jamais appartenu au mouvement révolutionnaire qui s'était développé dans les dernières années de la dynastie des Qing. Après 1911, il poursuit une carrière purement militaire au sein de l'armée du Beiyang, donc l'armée de Yuan Shikai, et au service du régime de ce dernier. C'est d'ailleurs dans cette qualité qu'il va être envoyé une première fois au Shanxi en 1914, sous le commandement d'un certain Lu Tianzhang, peu importe son nom, j'avais parlé de lui la dernière fois, mais enfin c'est un comparse seulement dans notre histoire, qui est un fidèle entre les fidèles de Yuan Shikai et dont Feng Yuxiang est un des protégés. Et ce Lu Tianzhang, malgré tout, est chargé de pourchasser les... Tianzhang. Lu Tianzhang est chargé de pourchasser un groupe de paysans en rébellion, mais sa véritable mission, c'est de pourchasser les éléments révolutionnaires et les partisans de l'autonomie provinciale qui tiennent alors le haut du pavé au Shanxi et d'y imposer le pouvoir de Pékin, le pouvoir de Yuan Shikai. Grâce à sa collaboration efficace, Feng Yuxiang reçoit le commandement d'une brigade indépendante, et c'est cette brigade qui va devenir en fait le noyau de sa future armée de seigneurs de la guerre. Quand il réapparaît au Shanxi en 1921,
il en était reparti en 1916, Feng Yuxiang est déjà un personnage beaucoup plus important. Pour le public, pour le grand public, il est devenu le général chrétien. Il s'était fait baptiser en 1914, ce qui lui vaut également une certaine popularité auprès des étrangers, au moins pour un temps. Et il est fameux pour la discipline qu'il sait faire régner parmi ses troupes, en quoi évidemment il se distingue beaucoup de ses collègues seigneurs de la guerre. En 1921, donc, il a été chargé avec d'autres de récupérer la province pour le compte de la clique militariste du Zheli, qui, l'année précédente, avait vaincu sur les champs de bataille sa rivale, la clique Hanfu. Et Feng Yuxiang s'empare de Xi'an, donc, et en chasse le gouverneur en place, c'est-à-dire le peu glorieux Chen Shufan que j'ai évoqué la dernière fois. Et après quelques épisodes rocambolesques, il se retrouve général d'une division, c'est toujours son armée personnelle, et à son tour gouverneur militaire du Shanxi. Et là, il réussit à réduire le mouvement dissident de l'armée nationale de pacification, donc la Qinghotun, que je vous ai déjà présenté, de l'armée nationale de pacification, et il réussit aussi à se rallier son officier le plus influent, c'est-à-dire Hu Jingyi, que nous avons déjà rencontré. Je ne reviens pas sur ces efforts à Feng Yuxiang pour rétablir l'ordre dans la région, réduire le banditisme, construire des infrastructures et développer l'économie, puisque j'en avais parlé l'an dernier. Aussi bien, ces efforts n'ont dans la réalité pas abouti à grand-chose, car le désordre et l'insécurité continuaient de régner partout, et de toute façon, Feng Yuxiang a été rappelé au Henan, où il était précédemment basé, au bout de quelques mois, afin de participer à la première guerre entre les cliques du Zheli et du Fengtian. Donc cette première guerre se déroule en avril 1922. En matière d'infrastructure, malgré tout, il semble bien avoir parlé pendant son court séjour au Shanxi de développer l'irrigation, mais ça n'est de toute évidence pas allé plus loin que cela. En revanche, il semble que ce soit grâce à ses efforts, c'est-à-dire au travail de ses troupes, que la route entre Tongguan et Xi'an, c'est-à-dire cette route que je vous avais dessinée la dernière fois, j'ai marqué d'ailleurs Tongguan sur la carte, je crois, oui, Tongguan c'est pas très clair, mais enfin ça y est, ça y est, là, entre Tongguan et Xi'an, cette route donc qui, comme le remarquait Todd, je l'avais dit dans un article de 1925, était en fort bon état. Quoi qu'il en soit, dans les 2 années qui suivent, Feng Yuxiang et son armée deviennent une force majeure au sein de la clique des seigneurs de la guerre du Zheli. Celle-ci est dominée, comme on sait, par le général Wu Peifu. Je ne sais plus si j'avais mis son nom. Wu Peifu. Wu Peifu. Que la presse étrangère de l'époque célèbre volontiers comme un fin lettré et comme un des grands espoirs de la Chine. Mais Feng Yuxiang se considère comme pauvrement traité par Wu Peifu et, ainsi que je l'ai déjà dit, au moment de la deuxième guerre entre les cliques du Zheli et du Fengtian, c'est-à-dire en octobre 1924, il se retourne contre lui, s'empare de Pékin et rompt avec le système du Zheli, de la clique du Zheli, en renommant ses forces l'armée nationale. Et ça, c'est un terme que je vais tout le temps répéter, c'est-à-dire la Kuomintun. Que je traduis l'armée nationale, parce que c'est pas l'armée nationaliste, mais c'est pour distinguer. Donc l'armée nationale. Et du même coup, d'ailleurs, les forces de Hu Jingyi, qui s'étaient joints au complot, deviennent la deuxième armée nationale. Mais comme les relations de Feng Yuxiang se dégradent rapidement avec son nouvel allié, c'est-à-dire Zhang Zuolin, le patron de la clique du Fengtian, qu'à l'origine il était supposé aller attaquer, il doit progressivement abandonner ses bases à Tianjin et à Pékin et replier sa nouvelle armée nationale, donc, au nord de la Grande Muraille. Et c'est donc dans cette situation délicate, aussi bien politiquement que militairement et surtout financièrement, que s'opère ce que j'ai appelé la conversion de Feng Yuxiang aux idées révolutionnaires propagées par le Kuomintang. Pourquoi cette conversion? Eh bien, parce que, à ce moment, comme nous l'avons déjà vu, le Kuomintang et le Parti communiste chinois se sont alliés et que le Front uni, ainsi formé, est soutenu par l'URSS et conseillé par des agents du Comintern.
Et c'est donc vers l'URSS que va se tourner Feng Yuxiang en quête d'aide militaire. On peut constater dans les sources que beaucoup de personnes sont intervenues dans les marchandages triangulaires entre Feng Yuxiang, le Kuomintang et les soviétiques, marchandages dont la chronologie exacte d'ailleurs n'est pas toujours d'une parfaite clarté en raison des contradictions ou des à peu près des sources. Mais leur tractation semble en tout cas avoir porté leurs premiers fruits dès le début de 1925, Feng Yuxiang acceptant la présence de commissaires politiques du Kuomintang dans son armée en échange d'armes, de munitions et d'instructeurs soviétiques. Si au départ le versant politique de l'accord, donc de cet accord, ne l'enthousiasme pas beaucoup, il semble néanmoins que Feng Yuxiang se soit familiarisé très vite avec les idées du Sun Yat-senisme et qu'il se soit laissé persuader non seulement d'envisager une coopération militaire avec le Kuomintang, mais aussi de se rendre en URSS pour élargir son horizon politique. Pour ce qui concerne le rapprochement avec le Kuomintang, outre les intérêts stratégiques immédiats de Feng Yuxiang, dont la carrière de seigneur de la guerre était à ce moment dans une mauvaise passe, comme je l'ai dit, il y avait aussi, il ne faut pas l'oublier, la vague anti-étrangère qui engloutissait la Chine à ce moment, attisée encore par le fameux incident du 30 mai 1925, au cours duquel des policiers commandés par des Anglais tirèrent sur une manifestation d'étudiants à Shanghai en faisant de nombreuses victimes. Feng Yuxiang ne pouvait qu'éprouver de la sympathie pour la rhétorique anti-impérialiste du Parti nationaliste. Et cette rhétorique, il l'a reprise à son compte avec usure, non seulement après l'incident du 30 mai, mais encore pendant toutes ces années. Cela étant, les deux principaux agents de sa conversion aux idées révolutionnaires en 1925 sont apparemment Yu Yozhen, dont j'ai déjà parlé la dernière fois d'ailleurs, Yu Yozhen, qui est donc l'ancien leader de l'armée de pacification nationale, qui était très proche de Sun Yat-sen, jusqu'à la mort de ce dernier, qui survient le 12 mars 1925, donc exactement pendant cette période dont je parle. Yu Yozhen qui avait également été envoyé par le Kuomintang à Pékin, justement pour établir le contact avec Feng Yuxiang. Et l'autre agent, c'est Li Dazhao. Certaines sources suggèrent qu'en fait, c'est celui-ci qui aurait été, si je puis dire, le primus movens. Li Dazhao était, comme on le sait, l'un des fondateurs du Parti communiste chinois et un de ses intellectuels les plus en vue. Mais c'était également un partisan fervent du Front uni avec le Kuomintang dont il était par ailleurs un membre important et dont il avait la responsabilité des affaires en Chine du Nord. En effet, la possibilité de double appartenance était un des traits remarquables du Front uni. C'est comme si aujourd'hui, dans l'Union de la gauche, les communistes pouvaient prendre leur carte du PS. En tout cas, Li Dazhao semble avoir été le premier à avoir des contacts directs avec Feng Yuxiang ou avec ses représentants, puisque Feng Yuxiang s'était déjà replié, même avant son armée, en Mongolie intérieure. Par la suite, en revanche, toute une pléiade de cadres communistes et nationalistes, Yu Yozhen en tête, et sans parler de Borodine, le célèbre représentant du Comintern en Chine, vont participer aux négociations avec Feng Yuxiang, vont mettre au point la coopération militaire et politique entre son armée nationale et l'armée nationaliste révolutionnaire du gouvernement de Canton, et vont l'encourager à faire le voyage à Moscou. Et un peu plus tard, sur le chemin de Moscou, très exactement à Oulan-Bator, les mêmes finiront par le décider à adhérer formellement au Parti nationaliste. Feng Yuxiang arrive donc à Moscou au mois de mai 1926. Il y est reçu par les plus hautes autorités de l'Union soviétique, et s'il n'est pas sûr qu'il ait rencontré Staline, nous savons en tout cas qu'il a parlé révolution avec Trotsky. Et il négocie de nouvelles livraisons d'armes. 2 mois plus tard, il est rejoint à Moscou par Yu Yozhen, à l'instigation de Li Dazhao, d'après certaines sources, qui l'aurait chargé de convaincre Feng Yuxiang de rentrer rapidement en Chine. C'est qu'en effet, le gouvernement de Canton vient de lancer, exactement au même moment, c'est-à-dire en juillet 1926, l'expédition au nord, c'est-à-dire la Peifa, l'expédition au nord, dont l'objectif est de réunifier la Chine. Et le plan est d'y faire participer l'armée nationale de Feng Yuxiang. Et nous retrouvons là le fil de notre histoire du Shanxi.
Feng Yuxiang quitte Moscou au mois d'août et après un voyage de retour un peu mouvementé, au cours duquel d'ailleurs il apprend sa désignation comme membre du gouvernement nationaliste, grâce à la radio dont est équipé un de ses conseillers soviétiques et qui permet de communiquer avec Canton, du milieu de la Mongolie. Après ce voyage, donc, il se retrouve en Mongolie intérieure, au lieu dit Wuyuan, qui est indiqué sur cette carte. Alors ce que j'appelle Mongolie, en fait, c'est l'actuelle Mongolie intérieure, mais à l'époque républicaine, était composée de provinces, le Chahar, le Suiyuan, qui n'existent plus aujourd'hui. Donc vous pouvez voir Wuyuan, oui c'est ça, Wuyuan, vous voyez au début des flèches. Donc à ce lieu dit Wuyuan, et là le 17 septembre, Wuyuan c'est les 5 plaines, hein, c'est... Le 17 septembre 1926, devant les troupes assemblées, il prononce le fameux serment de Wuyuan, par lequel il s'engage à abattre l'impérialisme et les seigneurs de la guerre vendeurs de la patrie, à la tête de l'ensemble de ses forces et au service du Kuomintang. Le texte du serment a été élégamment rédigé par le lettré Yu Yozhen, lequel remet également à Feng Yuxiang le drapeau du Kuomintang et les insignes de commandant en chef de ce qui s'appelle désormais l'armée nationale alliée, c'est-à-dire la Kuomintang. Donc j'avais écrit Guis, donc il faut rajouter le mot yen. Allié, c'est-à-dire allié à l'armée nationaliste révolutionnaire des Cantonais, qui est donc la Kuomintang, avec laquelle elle doit faire sa jonction pour reconquérir la Chine du Nord et Pékin, qui est alors aux mains de Zhang Zuolin. La stratégie a été définie par Li Dazhao lui-même dans une lettre que Yu Yozhen aurait remise à Feng Yuxiang à Moscou. Partir du Gansu, donc la seule province qui est à ce moment-là aux mains de la Kuomintang, et là vous pouvez suivre les flèches sur cette carte, partir du Gansu, pénétrer au Shanxi par l'ouest, délivrer Xi'an assiégé, sortir du Shanxi par Tongguan à l'est, faire la jonction avec les forces de Canton au Henan et remonter ensemble vers le nord pour anéantir les forces de Zhang Zuolin. La fin du siège de Xi'an est donc un des éléments de ce grand plan. Yu Yozhen, placé à la tête d'un groupe de division de la nouvelle armée nationale alliée, qui se trouvait déjà basée au Gansu, donc la province voisine du Shanxi, a la haute responsabilité de cette opération. Il va installer son quartier général dans son district natal de Sanyuan, dont il avait été expulsé par Hu Tingyi 6 ans plus tôt, en 1921, nous l'avions vu, et Xi'an est délivré à l'extrême fin de novembre, 1926, Feng Yuxiang en personne, n'arrivant sur place à la tête du gros de ses troupes qu'un peu plus tard, au début de 1927. En fait, tout était subordonné à la stratégie à long terme que je mentionnais à l'instant, dont les premières phases devaient être mises en œuvre avec la plus grande rapidité possible. Car au moment du serment de Wuyuan, les armées des Cantonais avaient déjà atteint le Yangtze et s'apprêtaient à s'emparer de Wuhan, la grande capitale de Chine centrale. Feng Yuxiang avait donc à peine quelques mois pour opérer sa jonction avec elle. Or, au moment de son retour du RSS et de son arrivée à Wuyuan, une partie de ses forces venait de faire retraite depuis la frontière du Hebei et de la Mongolie intérieure, et elles étaient dans le plus grand désarroi, sous-équipées et d'une loyauté chancelante. Et le reste de ces troupes, enfin nominalement, étaient dispersées entre les provinces de Mongolie intérieure, donc ces provinces du Chahar, du Suiyuan et du Ningxia, et entre les provinces de Mongolie intérieure et le Gansu, et ces différents corps d'armée étaient mal coordonnés et disposaient de peu de moyens. Feng Yuxiang a donc dû se démener pour réorganiser l'armée nationale et la remettre sur pied. Et en dépit de l'aide soviétique, qui était malgré tout limitée, ne serait-ce que pour des raisons de géographie, car livrer à travers tout le désert de Gobi et la Mongolie des cargaisons d'armes n'est pas très simple, en dépit donc de cette aide soviétique, l'effort a été d'abord supporté par les populations des territoires qu'il contrôlait, lesquelles populations se sont vues taxées au maximum de leur capacité, alors qu'il s'agissait en règle générale de régions extrêmement pauvres. De fait, cette priorité absolue donnée à la logistique et aux exigences de la guerre a obligé Feng Yuxiang à faire l'impasse sur certains principes de discipline financière qui lui avaient valu une bonne partie de sa réputation de chef d'armée.
Et de la même façon, il a dû reporter à des jours meilleurs la mise en œuvre des mesures pour restaurer l'ordre social et développer l'économie, qui lui avait gagné une certaine popularité dans les provinces dont il avait été gouverneur militaire dans le passé. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une certaine popularité auprès des étrangers. C'est ainsi qu'un article du Times de Londres, en février 1927, donc à peu près à l'époque dont nous parlons, ironise sur le fait que Fong-Yuxiang avait su, je cite, se faire valoir une popularité facile auprès de missionnaires américains impressionnables, en apprenant à ses troupes à chanter des hymnes chrétiens pendant la marche, et grâce à ses campagnes contre l'opiomanie et le jeu. Mais à présent, en 1927, les étrangers, maintenant, à cause de ces nouvelles alliances, le traitaient de général non plus chrétien, mais bolchevique. Dans tous les cas, au moment où nous sommes arrivés, Fong-Yuxiang n'était plus un seigneur de la guerre avec un territoire à administrer, ou à strictement parler, c'était désormais un général du Kuomintang à qui était confié un théâtre d'opération, avec toute la mobilité que cela impliquait. Or, cette approche militariste, qui était à présent la sienne, venait quelque peu en contradiction avec les théories révolutionnaires et la rhétorique prolétarienne qu'il avait apprise avec ses nouveaux amis du Kuomintang et pendant son séjour à Moscou. Il faut en effet rappeler que la réorganisation de l'armée nationale alliée a également été un processus extrêmement militant et politique. Les membres du Parti communiste chinois, revenus de Moscou avec Fong-Yuxiang, ou affectés comme cadres politiques à la nouvelle armée du Nord-Ouest, comme on appelait également la nouvelle armée alliée, ces cadres communistes étaient extrêmement nombreux. Et on y rencontrait même, et j'ai appris, le jeune Deng Xiaoping. Donc ça a été un des premières missions. Et leur influence ne faisait qu'accentuer le côté gauchisant de l'avant-garde du Kuomintang à cette époque. Le résultat, c'est que la difficulté de concilier d'un côté les principes, non pas simplement de progrès social, mais bien de lutte des classes, dont ils étaient supposés faire la propagande, et de l'autre côté, les nécessités de la guerre et de la reconquête du pays, lesquelles signifiaient une priorité absolue aux besoins des armées, que cette difficulté donc n'a pas cessé de créer des tensions au sein du mouvement et d'abord au Shanxi pendant la première moitié de l'année 1927. Sommairement, Yu Youzhen était alors le leader et le symbole de l'avant-garde révolutionnaire, tandis que Fong-Yuxiang et ses lieutenants, qui concentraient toute leur attention sur les batailles à venir, se sont rapidement mis à freiner les quatre fers. Or, et c'est là une digression qui peut être utile à ce point, or ces batailles seraient nécessairement des affaires d'une grande ampleur, seraient nécessairement ruineuses, non seulement en hommes, mais aussi en matériel et en munitions, et donc en financement. Ça avait déjà été le cas des combats de 1925 et 1926 auxquels avait été mêlée l'armée de Fong-Yuxiang autour de Pékin et de Tianjin, et ensuite à la passe Nankou, que j'ai mis qui est sur la carte, à la passe Nankou, qui se trouve à la limite du Hebei et de la Mongolie intérieure, où donc cette armée s'était fortifiée et où elle avait subi pendant plusieurs mois les assauts des forces de Zhang Zuolin et de Wu Peifu, au moment exactement où son chef d'ailleurs avait décidé de prendre un peu de champ en faisant le voyage de Moscou, avant d'être donc, comme je l'ai dit, contrainte de se replier vers le nord. De nombreux spécialistes étrangers à l'époque soulignent que les armées qui s'affrontent alors un peu partout en Chine sont souvent très différentes des troupes des seigneurs de la guerre au début des années 20. Lorsque les mêmes spécialistes se plaisaient volontiers à décrire les conflits entre seigneurs de la guerre comme une sorte de guerre d'opérette menée par des gamins en haillons et à peine équipés, placés sous le commandement de chefs qui se hâtaient d'arrêter les opérations et de s'adresser des télégrammes pour négocier, quand ils voyaient que leur capital en hommes et en matériel risquait d'être par trop entamé. Je pense par exemple au futur général Stilwell, observateur particulièrement averti, qui était à cette époque attaché militaire américain à Pékin et dont j'avais évoqué l'an passé la visite au Shanxi sous le court règne de Fong-Yuxiang en 1922. Comme le constate Stilwell et beaucoup d'autres, à partir de la deuxième guerre entre les cliques du Zheli et du Fengtian, donc en 1924, à partir de ce moment-là, les combats deviennent beaucoup plus destructeurs, parce que les moyens déployés sont incomparablement plus importants, et qu'en particulier, les armements ont fait des progrès considérables en qualité comme en quantité. Dans mes recherches sur le milieu des ingénieurs sino-américains, ou chinois et américains, au début de la période républicaine,
je suis tombé sur un article d'un certain Raphaelson, publié en avril 1926 dans le Journal of the Association of Chinese and American Engineers, donc le journal de l'association des ingénieurs chinois et américains que je vous avais un peu présenté l'année dernière, un article qui est intitulé « Making China Effective in War », donc rendre la Chine efficace à la guerre, ou ce serait plus exact de dire « on est en train de rendre la Chine efficace à la guerre ». L'auteur de cet article montre que la Chine possède à cette époque une industrie d'armement qui est certes dispersée et vétuste, mais qui produit massivement et qui vient compléter efficacement les achats d'équipements plus modernes à l'étranger, la combinaison des deux choses permettant aux seigneurs de la guerre d'accumuler des arsenaux considérables, de s'équiper en mitrailleuses, d'avoir une artillerie performante et même pour certains d'avoir des avions. Il mentionne l'exemple des combats qui viennent de se dérouler en Chine du Nord en 1925, à l'occasion desquels on a pu constater des progrès considérables en matière de professionnalisme du côté des officiers, du commandement, d'utilisation du matériel, etc. Des progrès appuyés, dit-il, sur, je cite, un approvisionnement régulier en munitions permettant de livrer une guerre prolongée sur une échelle moderne. Bref, conclut cet auteur, en matière d'armement, au moins, la Chine s'est résolument modernisée. Et cela, bien sûr, c'est grâce aux ingénieurs. Et il cite encore l'enquête récente d'un général à la retraite américain qui a fait une enquête donc en Chine et qui semble avoir été très impressionné par la croissance des armées chinoises en taille et en efficacité, ainsi que par leur familiarité avec les méthodes et avec les armements modernes. Tel est donc, pour revenir à notre sujet, tel est donc le contexte dans lequel Feng Yuxiang avait à envisager sa participation prochaine à la guerre qui était en train de se livrer au cœur de la Chine entre ses nouveaux alliés du Kuomintang et la coalition qui tenait encore le nord du pays. Et telles étaient les contraintes qui, sans nul doute, occupaient le devant de sa pensée et déterminaient la plupart de ses décisions. Or, il en allait certainement très différemment avec celui qui avait été son mentor politique pendant les derniers mois et avec qui il a formé une sorte de duumvirat à Xi'an pendant quelques mois au début de 1927, c'est-à-dire Yu Yozhen. Aussitôt Xi'an délivré, à la fin de novembre 1926, Yu Yozhen entre dans la ville et il y installe son quartier général de commandant en chef de l'armée nationale alliée au Shanxi. C'est tout Shanxi, Yentun Zhongseling. Et c'est évidemment lui, le Zhongseling, donc commandant en chef, à qui Li Yizhe avait adressé un grand plan de développement économique, sans doute dès la fin de 1926, qui avait été ignoré alors qu'ils se connaissaient depuis longtemps. J'y avais fait allusion, je crois, la semaine dernière. Avec ce titre de commandant en chef de la nouvelle armée nationale au Shanxi, il va en fait assumer pendant quelques mois la totalité des pouvoirs dans la province, aussi bien militaires que civils, à quoi s'ajoute d'ailleurs qu'il a la charge des affaires du parti, c'est-à-dire du parti du Kuomintang, et de ce qu'on appelle les mouvements de masse. Et c'est en effet dans le domaine des affaires civiles et politiques qu'il va, pendant une période finalement assez courte, donner toute sa mesure. En effet, même si par 2 fois dans sa carrière, Yu Yozhen s'est trouvé propulsé à la tête d'une armée révolutionnaire opérant dans sa province natale, la première fois c'était bien sûr l'épisode de la Tingotun en 1918, en revanche, Yu Yozhen n'est pas un soldat. Il a toujours revendiqué sa qualité d'homme de lettres, et même de lettré, de Wenzhen, et il est en effet fameux comme poète et comme calligraphe. Et il a toujours préféré déléguer les commandements militaires à des officiers proches de lui politiquement, tels notoirement Routigny en 1918. Et en 1926, c'est un certain Deng Baoshan, que nous ne retrouvons pas dans cet exposé, qui est un autre ancien de la Tingotun et qu'il nomme donc commandant en chef adjoint en charge des affaires militaires. En 1927, Yu Yozhen est incontestablement à l'apogée de sa carrière de révolutionnaire. Il collabore en toute confiance et même avec enthousiasme, semble-t-il, avec les cadres communistes alliés au Kuomintang depuis 1924 et l'on rapporte de lui dans ces années des discours incendiaires sur les méfaits de l'impérialisme mondial et sur la libération des classes opprimées. Et il conservera cette orientation gauchiste, si on peut dire, jusqu'au-delà de la rupture de Chiang Kai-shek avec les communistes en avril 1927 et l'installation à Nankin d'un gouvernement nationaliste, rival du gouvernement Kuomintang de gauche, transféré de Canton à Wuhan
au milieu de janvier, que Yu Yo-jeon considère comme seul légitime. Nous reviendrons là-dessus. C'est par la suite seulement que Yu Yo-jeon rejoindra le giron du gouvernement Kuomintang dominé par Chiang Kai-shek et qu'il en deviendra même un dignitaire respecté, sinon très influent politiquement. C'est d'ailleurs dans cette qualité que nous le reverrons réapparaître en gloire au Shanxi pendant la grande famine de 1929 et 1930. Mais au début de 1927, c'est d'abord sous son influence que la capitale du Shanxi devient pour une courte période Xi'an la Rouge, souvent comparée à Hankou la Rouge, c'est-à-dire à Wuhan, la capitale nationaliste, qui avait été donc la capitale nationaliste pour une brève durée, et où les radicaux et les communistes tenaient le haut du pavé. Les deux capitales rouges, si je puis dire, étaient d'ailleurs en contact, le gouvernement de Wuhan envoyant de nombreux cadres et de nombreux militants pour participer au mouvement. Yu Yo-jeon nomme dans toutes les administrations des responsables appartenant à l'aile gauche du Kuomintang ou au Parti communiste. Il crée aussi un département de sécurité politique, un Zhengzhe Baoibu, qui est dirigé naturellement par un communiste et qui dispose même d'une troupe armée. Feng Yuxiang, de son côté, avait mis en place, dès son retour du RSS, un département politique au sein de son armée, également peuplé de militants Kuomintang et de communistes. Et à partir du moment où Feng Yuxiang est entré au Shanxi avec le gros de ses troupes, en janvier 1927, y établissant son propre quartier général, celui de Yu Yo-jeon n'avait d'autorité que sur le Shanxi, alors que celui de Feng Yuxiang commandait toutes les régions contrôlées par l'armée nationale alliée. À partir de ce moment, donc, il est clair que ce département politique de la nouvelle armée, de l'armée nationale alliée, a été en première ligne pour établir des structures de propagande et d'organisation et pour maintenir l'enthousiasme révolutionnaire dans la région. Des commissaires politiques, parmi lesquels on compterait quelques 200 communistes, y compris Deng Xiaoping de nouveau, sont affectés à toutes les unités de l'armée pour y faire de la propagande et de la formation. Pour leur enseigner la théorie révolutionnaire, on ouvre à Xi'an un institut Sun Yat-sen, donc un Zhongshan Xueyuan, et de même on établit une école militaire Sun Yat-sen, Zhongshan Tunshe Xuexia, dont il est dit quelque part qu'elle aurait formé plus de 700 cadres. Aussi bien Yu Yo-jeon et ses alliés que le département politique de l'armée de Feng Yuxiang s'efforcent par ailleurs d'activer des mouvements de masse parmi les paysans et les ouvriers de la région, encore que les ouvriers ne doivent pas être très nombreux au Shanxi à cette époque. Des mouvements par le canal desquels est propagée l'idéologie du tridémisme, c'est-à-dire les trois principes du peuple de Sun Yat-sen, fortement teintés de marxisme-léninisme. Et des mouvements qui s'activent à encourager les paysans, les travailleurs, les étudiants, les femmes, les enseignants à s'organiser pour défendre leurs droits et à créer des associations, ce qui a en effet pour conséquence une floraison d'associations en tout genre, un peu partout, à travers la région contrôlée par le nouveau régime. Et j'ajouterai que cette orientation gauchisante est très bien symbolisée par les slogans calligraphiés par Yu Yo-jeon et gravés dans la pierre, au moment où a été mise en place la branche provinciale du Kuomintang, en janvier 1927. Donc il y a d'abord deux inscriptions verticales qui se regardent des deux côtés de la porte. Tout le pouvoir revient au parti, tous les bénéfices reviennent aux masses, et horizontalement, au-dessus de la porte, ouvriers, paysans, marchands, étudiants et soldats, unissez-vous. Un peu plus tard, en avril, est mise en place une association préparatoire pour l'instruction populaire obligatoire. Qiangpo Pingmin Tiaoyu Chobei Hui. Et ce terme d'ailleurs de Qiangpo Tiaoyu pour instruction obligatoire est un peu surprenant, curieusement coercitif, puisque aujourd'hui on dirait plutôt Iwu Tiaoyu. Donc je n'ai trouvé en fait dans aucun dictionnaire cette combinaison Qiangpo Pingmin. On les force à s'instruire plutôt qu'ils y sont obligés. Le responsable de cette association, donc préparatoire pour l'enseignement, l'instruction obligatoire, le responsable est un cadre communiste et son objectif est, je cite, de former les personnalités à la lutte concrète pour la révolution nationaliste, réaliser les principes de la nation, des droits du peuple et du bien-être du peuple, donc les trois principes de Sun Yat-sen, parvenir à la révolution mondiale. Là encore, donc, on a une mixture de Sun Yat-senisme et de communisme. Il est d'ailleurs peu probable que ce mouvement pour l'instruction populaire obligatoire
ait eu un très grand effet sur le terrain, en dépit de l'organisation d'un meeting de masse avec soi-disant 50 000 personnes y assistant à Xi'an pour le lancer avec des discours prononcés par Yu Yo-jeon et divers autres chefs du mouvement. Les rôles respectifs de Yu Yo-jeon et de Fong Yuxiang et des organisations qu'ils contrôlaient respectivement dans ce prurit révolutionnaire qui saisit Xi'an et son hinterland pendant les premiers mois de 1927, ces rôles respectifs sont difficiles à établir exactement. Le problème, c'est que les sources ne parlent pas exactement de la même façon suivant que leur héros est l'un ou l'autre. Par exemple, l'ouvrage classique de James Sheridan sur Fong Yuxiang, qui remonte à 1966, et où j'ai photocopié d'ailleurs cette carte, et qui s'appuie beaucoup sur les sources émanantes de Fong Yuxiang lui-même, comme son journal ou comme son autobiographie. Cet ouvrage donc ne parle que de lui et de son département politique. Le nom de Yu Yo-jeon n'apparaît même pas dans le passage du livre, qui a quand même une dizaine de pages, consacré à cet épisode. En revanche, la biographie de Yu Yo-jeon que j'ai consultée, publiée en Chine en 1997, mais il est vrai qu'il en existe beaucoup d'autres que je n'ai pas encore vues, cette biographie, donc chinoise, sans omettre bien sûr le nom de Fong Yuxiang, présente malgré tout le mouvement comme essentiellement animé par Yu Yo-jeon et son propre quartier général, appuyé donc par une pléiade de militants communistes. Une chose est claire cependant, c'est que Fong Yuxiang, même s'il était obligé de tolérer toute cette activité révolutionnaire dans son armée et dans la région en raison de ses liens avec le Kuomintang et l'URSS, et même si dans les faits il avait lui-même adhéré dans un premier temps aux idées de ses nouveaux alliés, du moins tant qu'on restait dans les généralités, et surtout qu'on mettait en exergue les idées chères à son cœur, comme le combat contre l'impérialisme, la suppression des avantages spéciaux des étrangers en Chine ou la lutte contre la corruption, il est clair donc que Fong Yuxiang a commencé à s'impatienter à partir du moment où ses idées se sont traduites sur le terrain en termes de lutte concrète et de revendications étrangères à ses grands projets de libération de la Chine, voire susceptibles de les compromettre, ces grands projets. Tout particulièrement, l'agitation entretenue par les associations paysannes organisées dans un certain nombre de districts de la région, notoirement à Sanyuan, le pays de Yu Yo-jeon, pour non seulement développer l'agriculture et défendre les villages contre les bandits, mais aussi pour faire abolir les impôts jugés abusifs, exiger des réductions de rentes et combattre les potentats locaux, ces fameux tyrannos de village et notables oppresseurs, donc les Turaoyeshen, dont parle la littérature à cette époque. Cette agitation donc, qui débouchait parfois sur la violence, ne pouvait que heurter le sens de l'ordre et de la discipline de Fong Yuxiang. À cela s'ajoute que, quoi qu'il en eût du point de vue idéologique, le recours à ces fameux impôts variés, c'est-à-dire ces tachoués, comme on les appelait, qui étaient des surtaxes en fait, donc les impôts, le recours à ces impôts variés, extorqués par la contrainte, qui avaient toujours été la principale source de financement des seigneurs de la guerre, et contre lesquels luttaient à présent les associations paysannes, ce recours lui était nécessaire pour maintenir son armée en état de marche, quitte à les justifier, ces impôts variés ou ces impôts supplémentaires, par des arguments patriotiques. C'est en recourant massivement à ces ponctions, nous l'avons vu, qu'il avait pu reconstituer son armée nationale, et plus tard, elles allaient encore être bien plus indispensables pour financer les divisions qu'il avait laissées en arrière au Shanxi et au Gansu, après être parti guerroyer en Chine centrale. Les exactions des corps d'armée dépendants de Fong Yuxiang, sans parler des seigneurs de la guerre locaux, qui ont réussi à préserver leur indépendance, seront une des grandes causes de l'effroyable misère rurale pendant la famine de 1928 à 1930. Mais en 1927 déjà, la situation n'est pas brillante dans les campagnes du Guangdong. Elle est même catastrophique. La raison immédiate à cela, ce sont les destructions et les pillages sans fin qui ont accompagné le siège de Xi'an pendant une grande partie de 1926, et non seulement de Xi'an, mais encore d'autres villes, comme je le disais, dont Xianyang, juste au nord, de l'autre côté de la Wei, c'est l'endroit où se trouve aujourd'hui l'aéroport, ainsi que Tingyang et Sanyuan, les deux principaux districts du périmètre d'irrigation du Weibei. Sur le siège de Xi'an et sur ses conséquences dans la région, nous disposons, parmi beaucoup d'autres sources,
du témoignage du comité provincial de la CIFRC, que l'on peut trouver dans les pages du rapport annuel de la CIFRC pour cette année, donc publié en 1927, rapport pour 1926. Ce témoignage est en outre complété par d'autres indications utiles au début du rapport pour 1928, qui revient sur les 2 années précédentes. Dans son rapport annuel pour 1926, reproduit donc dans le rapport général de la Commission internationale pour la famine en Chine, le comité du Shanxi, la branche du Shanxi, commence par relater les circonstances du siège de Xi'an. Pendant la durée du siège, les membres du comité, parmi lesquels on compte un nombre d'ailleurs, ils sont cités nominalement, parmi lesquels on compte un nombre significatif de missionnaires catholiques et protestants, mais aussi un militant bouddhiste important que nous retrouverons plus tard, un certain Kankia. Les membres du comité, donc, je reparlerai de lui plus longuement plus tard, on le retrouve partout. Les membres du comité se sont trouvés totalement coupés du dehors, à tel point qu'ils n'ont même pas pu toucher le secours spécial qui leur était envoyé par la maison mère à Pékin. Mais ils ont malgré tout, disent-ils, réussi à apporter quelques secours aux habitants de la ville qui mouraient littéralement de faim. En fait, pour être précis, l'un au moins des membres du comité du Shanxi n'était pas enfermé dans Xi'an, et c'était son président, c'est-à-dire Li Yizhe, qui, comme nous l'avions vu, avait été bloqué, n'avait pas pu rentrer dans la ville parce qu'il avait été bloqué au moment où il retournait d'un voyage. Le rapport mentionne aussi que, juste avant le siège, donc en avril 1926, environ 100 de milliers d'habitants des villages autour de Xi'an étaient venus se réfugier à l'abri des murailles de la ville et qu'ils n'avaient été autorisés par les assiégeants à en ressortir qu'à partir de la fin septembre. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'une intervention de Li Yizhe via un seigneur de la guerre sur le territoire de qui il avait reconstruit une digue et qui lui voulait du bien ait joué un rôle pour convaincre Liu Zhenhua de laisser repartir les réfugiés, mais après déjà plusieurs mois de siège. En tout cas, la suite du rapport décrit dans les termes suivants la situation dans les campagnes avoisinantes après la fin du siège. Je cite: « Une grande quantité de gens autour de Xi'an et dans beaucoup d'autres endroits dans la province sont encore dans une situation pitoyable. Ils rentrent chez eux pour trouver leur maison détruite. Dans certains cas, ils ont été empêchés de récolter la récolte de printemps à cause de la guerre et ont été empêchés de semer la récolte d'automne pour la même raison. Le prix du grain ne fait que monter. Le nouveau gouvernement, donc celui de Yu Yozhen, a distribué quelques secours, mais il en faudrait beaucoup plus. Et nous espérons que la commission à Pékin nous accordera une aide importante pour la nouvelle année. » Ceci donc se trouve dans la version en anglais du rapport annuel de la CIFRC. Mais on peut noter, au passage, et je ne pense pas que ça ait une très grande importance, on peut noter que dans la version en chinois, puisque la CIFRC publiait toujours 2 bulletins annuels, un en chinois et un en français, et un en anglais, qui en principe étaient identiques dans leur contenu, mais ne le sont pas toujours justement. Donc dans la version chinoise dit que le gouvernement de la province, ne parle même pas de nouveau gouvernement, il dit simplement gouvernement de la province, n'a finalement pas émis de proclamation concernant les secours, si bien que nous ne pouvons qu'espérer que la Commission nous accordera des crédits. En d'autres termes, et alors que le rapport général de la CIFRC note encore que 1926 aurait été une très bonne année dans toutes les provinces, n'eussent été les misères entraînées par la soldatesque, au Shanxi, en tout cas dans la région centrale de la province, l'année agricole a été bouleversée par la guerre, les déplacements de population, les pillages des armées et la destruction des villages. Si bien que la région dans laquelle s'installent Yu Yozhen et Feng Yuxiang, au lendemain du siège de Xi'an, est déstabilisée, désorganisée, au bord de la famine, et qu'on peut imaginer que les programmes de mobilisation politique et potentiellement d'agitation sociale, lancés depuis Xi'an, ont eu pour effet d'accentuer encore les tensions. Je parlais tout à l'heure de la contradiction, au moins jusqu'à un certain point, entre un Feng Yuxiang d'abord soucieux de renforcer sa machine militaire et quelque peu dépassé par l'activisme politique qu'il avait laissé se développer au sein de ses forces, et un Yu Yozhen tendant au contraire à en remettre dans ce sens. Et je disais que les sources relatives à l'un ou à l'autre ne permettent pas d'entrevoir avec clarté comment ils arrivaient, ou plutôt ne sont pas arrivés en fin de compte, à gérer cette contradiction. Or, nous disposons sur ce sujet d'une source précieuse, à laquelle j'ai déjà fait allusion, et qui est le témoignage détaillé
et très libre de ton du général Zhang Fang. Zhang Fang, nous l'avions vu, faisait partie de la vieille garde révolutionnaire d'avant 1911, au Shanxi et au Henan. Yu Youzhen l'avait choisi comme lieutenant lorsqu'il avait pris la tête de la dissidence de l'armée nationale de pacification de la Tingotun en 1918, et par ailleurs, il connaissait à peu près tout le monde dans le milieu des seigneurs de la guerre et des militaristes de l'époque, grâce en particulier à ses connexions militaires. C'est un militaire de carrière. C'est ainsi qu'il nous dit être familier de Fang Yuxiang, pour l'avoir beaucoup vu en 1914 lors de son premier séjour au Shanxi, où lui-même, Zhang Fang, servait dans le sud de la province. Et ensuite, après le retour de Fang Yuxiang au Shanxi en 1921, lorsqu'il y avait été envoyé donc pour en déloger Chen Shufan. Zhang Fang a donc la confiance aussi bien de Yu Youzhen que de Fang Yuxiang, et au début de 1927, l'un et l'autre lui envoient des émissaires au Henan pour lui demander de les rejoindre pour discuter de toutes ces affaires. Shang Chuo Yitie. C'est donc ce qu'il fait, et il arrive à Xi'an dans le courant du mois de mars, où pendant un peu plus de 2 mois, pendant un peu plus de 2 mois, il va voir quasi quotidiennement ses 2 amis. Et il y a dans ses souvenirs 5 pages absolument passionnantes et même fascinantes sur cet épisode. L'ambiance politique à Xi'an, nous dit-il, est quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Les meetings succèdent aux réunions, les murs sont couverts de slogans. Tout le monde semble déborder d'enthousiasme et d'énergie. Mais il peut aussi constater que l'armée de Fang Yuxiang est, matériellement parlant, en assez piètre état. Depuis qu'elle a dû se replier depuis Pékin, moins d'1 an avant, puis abandonner la passe Nankou pour entreprendre son grand tour à travers les provinces pauvres de la Mongolie intérieure, puis sa rentrée en Chine propre après le sermon de Huiyuan, ses approvisionnements ont toujours été dramatiquement insuffisants. Si, d'après Zhang Fang, qui après tout était un professionnel et qui s'y connaissait, un bon niveau de discipline a été rétabli depuis le retour du RSS de Fang Yuxiang, en revanche, l'intendance ne suit pas. La raison est simple, l'intendance, ce sont les impôts et les taxes levés au titre des approvisionnements militaires, donc des Tunliang, dans les régions traversées. Or, les régions du Ningxia et du Gansu, traversées par l'armée nationale alliée en route pour le Shanxi, sont extrêmement pauvres. Et en outre, ce que Zhang Fang ne précise pas d'ailleurs, le Gansu a déjà énormément souffert de l'occupation de l'armée nationale dès 1925, qui avait d'ailleurs suscité une rébellion générale des seigneurs de la guerre locaux. Et au Shanxi, qui est également dans une situation économiquement terriblement précaire, comme nous venons de le voir, il y a de la concurrence. Comme le rappelle en effet Zhang Fang, et comme toujours, pourrait-on ajouter, le régime de Fang Yuxiang et Yu Youzhen, installé à Xi'an, ne contrôle en réalité pas beaucoup plus que la plaine du Guangdong, où sont concentrées toutes ces divisions. Le sud de la province, la région de Hanzhong, est depuis plusieurs années aux mains d'un ancien associé de Liu Zhenhua, et le nord, c'est-à-dire la région de Yan'an, où se trouve déjà une base communiste à cette époque et où se terminera la longue marche en 1935, et plus au nord encore la région de Yulin, juste à côté de la Grande Muraille. J'ai écrit Yulin sur la carte pour le situer. Donc cette région du nord du Shanxi, le Shandai, est aux mains d'une sorte de satrape local, apparemment inamovible, vivant sur son domaine un peu comme un châtelain dans le roman des bords de l'eau, un certain Ting Yuxiu. Personnage extrêmement pittoresque. Donc Ting Yuxiu. Ting Yuxiu, qui est un vieux compagnon de route de la révolution sun-yat-senienne, s'est toujours fait attribuer des titres officiels de général ou de chef de la police, mais il est absolument indépendant dans sa région. Et au Guangdong même, il y a déjà sur place plusieurs seigneurs de la guerre dont les bases ont tenu bon pendant le siège de Xi'an, qui sont totalement indépendants et qui n'acceptent pas d'ordre. C'est donc ce qu'on appelait alors des corps de troupes irréguliers, des zapai, donc des gens qui ne sont pas estampillés en quelque sorte.
Et il y a aussi plusieurs anciens généraux de l'armée de Routigny, donc la deuxième armée nationale, devenue l'armée du Shanxi, rebaptisée l'armée du Shanxi, qui sont des natifs de la province et qui sont allés cantonner leurs armées ça et là depuis la fin du siège de Xi'an. Et bien sûr, chacun lève l'impôt dans son secteur et n'entend pas que d'autres viennent en faire autant. À Xi'an même, il ne reste plus rien depuis le siège. Pas même du fil de fer pour fabriquer des coiffures militaires, dit Zhang Fang. Je ne sais pas pourquoi il faut du fil de fer pour des coiffures militaires, mais c'est bien ce qu'il écrit. Les quelques dollars d'argent qu'a pu gratter la commission financière de l'administration de Yu Yozhen ont été engloutis par les dépenses militaires, et les soldats sont payés en assignats militaires, spécialement imprimés pour l'occasion, mais que les marchands et les paysans n'acceptent pas, même s'il est tamponné dessus qu'ils peuvent être utilisés pour payer les impôts et les taxes. Il est écrit dessus Wan Liang Na Shui Yi Lu Tong Yong, donc on peut l'utiliser pour payer ses impôts, mais ils n'en veulent pas. Toute l'armée, depuis Feng Yuxiang en personne jusqu'au simple soldat, se nourrit d'un brouet de grains et de légumes qu'on appelle le brouet révolutionnaire, le Mingfan. Mais malgré ces privations, ajoute Zhang Fang, la discipline reste bonne grâce à la combinaison des vieilles méthodes d'endoctrinement de Feng Yuxiang et des efforts des travailleurs politiques nouveau style, donc des commissaires politiques communistes essentiellement. Ces difficultés objectives expliquent pourquoi, toujours selon le même auteur, la coopération étroite qui s'était instaurée entre Yu Yozhen et Feng Yuxiang au début du nouveau régime au Shanxi, leur identité apparente de vue dans le domaine politique, ont progressivement laissé entrevoir un certain nombre de contradictions qu'il analyse avec une finesse assez rare dans les écrits conservés dans les Wenshi Ziliao. Les Wenshi Ziliao, où le texte dont je parle est d'abord paru. Sans entrer dans le détail, il y a d'abord le problème des seigneurs de la guerre locaux, qui se sentent menacés par la puissante armée de Feng Yuxiang et qui craignent beaucoup les méthodes expéditives de celui-ci envers les militaristes récalcitrants, dont il avait déjà administré l'exemple en 1921. Et on a même en fait un témoignage oculaire de Feng Yuxiang abattant d'un coup de pistolet un militariste qui ne marchait pas droit, un seigneur de la guerre locale. Comme la plupart de ces seigneurs de la guerre locaux sont des anciens de la Qinghotun, Yu Yozhen tente à les protéger et il souhaiterait les rassembler sous son commandement et les garder provisoirement au Shanxi pour réorganiser leurs forces. Feng Yuxiang, au contraire, tient absolument à intégrer de suite à son armée ces gens trop indépendants et à les emmener sans attendre participer à l'expédition au nord, à la Peifa. Le conflit entre les régimes de Wuhan et de Nankin, donc entre le gouvernement du Kuomintang de gauche et Chiang Kai-shek, ce conflit est une autre source de friction. Alors que Yu Yozhen est à fond pour Wuhan et veut isoler Chiang Kai-shek, Feng Yuxiang penche plutôt pour ce dernier et maintient des contacts réguliers avec lui, même s'il continue à dépendre formellement du gouvernement de Wuhan. En outre, comme nous l'avons déjà vu, le militantisme de ses collaborateurs communistes commence à lui peser. Et les positions anticommunistes de Chiang Kai-shek, le fameux coup de Shanghai contre les communistes et les syndicats, qui a baigné dans le sang et qui a été salué avec soulagement par la presse occidentale, date exactement de ce moment. Donc.